Bonjour, alors dans cette présentation théorique, on va parler de la librairie ou du système Link de C Sharp. Donc, je dirais que c'est un peu un point culminant dans l'avancée du cours que de parler de ce truc-là. Donc, c'est vraiment une chose. Quand vous réussissez à maîtriser Link, vous avez vraiment disons, vous avez mis dans votre arsenal de programmeur un outil extrêmement puissant. Donc, petit rappel pour commencer par rapport à IEnumérable. Donc, IEnumérable, d'abord, c'est une interface générique. Donc, cette interface-là est compatible avec toutes les collections standards du C Sharp. Donc, ça veut dire notamment que le type énumérable est éminemment polyvalent et polymorphe. Donc, ici, on a un exemple où on se définit une variable de type énumérable. On peut stocker une string dedans, ou on peut stocker un array dedans, ou on peut stocker une liste dedans. Les trois sont possibles puisque tout ça c'est compatible avec énumérable. On peut même stocker un générateur une fonction génératrice dedans. Donc ici on a une fonction génératrice et on prend la fonction génératrice et on la stocke dans notre variable. Donc un énumérable peut contenir des données ou même un générateur. Donc Link pour Language Integrated Query, c'est à la fois une librairie standard du C Sharp qu'on peut utiliser en faisant using system.link et c'est même aussi une extension du langage C Sharp, comme on va le voir un peu plus loin. Donc Link fournit un ensemble de méthodes d'extension puissantes, très polyvalentes, qui s'appliquent principalement à des flux génériques comme énumérabilité, donc indirectement à toutes les collections. Donc parmi les méthodes de Link, il y en a qu'on a déjà vu précédemment. On a vu count, on a vu where, on a vu element at. Là, on va en voir beaucoup d'autres dans ce PowerPoint-là. D'abord, par héritage, rappelons que les méthodes de Link sont disponibles dans toutes les collections standards de C Sharp. Donc, étant donné que string, c'est un énumérable, array hérite de énumérable ou est compatible avec énumérable, puis liste est compatible avec énumérable, ça veut dire que énumérable, pour lesquels s'appliquent toutes les méthodes de Link, par héritage, ou si vous voulez, par implémentation, les strings vont aussi être compatibles avec toutes les méthodes de Link, les arrays vont aussi être compatibles avec toutes les méthodes de Link, et les listes vont aussi être compatibles avec toutes les méthodes de Link. Donc, on se rappelle aussi qu'au niveau des collections, est-ce qu'on peut appliquer un for each? Oui, pour toutes les collections possibles et imaginables, y compris énumérables. Pour connaître le count, pour indexer, pour ce qui est énumérable, il faut utiliser element at, puis pour l'instanciation, les interfaces sont non instanciables. Donc, count puis element at, qu'on a vu ici, count, element at, c'est des méthodes de Link. Okay? Donc, dans ce document-là, on va voir d'autres méthodes de Link. Petite remarque aussi concernant l'intelligence de Visual Studio. Donc, si par exemple vous tapez ABC, une string, puis vous mettez un point, okay? Vous pouvez sélectionner le type d'arc le type de truc que vous pouvez ajouter après le point. Okay? Donc, après un point, si vous sélectionnez l'espèce de clé, vous allez avoir les propriétés. Donc, string a une seule propriété, length. Si vous sélectionnez le petit carré comme ça, vous allez sélectionner les méthodes d'instance de string. Okay? Donc, vous avez ici les méthodes d'instance applicables au string. Okay? En fait, il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'ici, on voit que c'est juste une fraction des méthodes qui sont affichées, mais il y a énormément de méthodes qui sont applicables à une string. Et si jamais vous sélectionnez le petit cube avec une espèce de flèche comme ça descendante, ben, à ce moment-là, vous allez restreindre l'affichage uniquement aux méthodes d'extension. Okay? Et qui dit méthode d'extension dans le cas des strings ou dans le cas de la plupart des collections dit link. Donc toutes les méthodes que vous voyez ici, ce sont toutes des méthodes de link. Okay? Donc vous voyez ici la fraction qui est affichée. Ça vous donne une idée comment il y en a des méthodes de link. Okay? C'est juste pour dire que link, c'est une grosse bébite. Est-ce qu'on va voir link dans son entièreté dans ce document-là? Non. Mais on va en avoir quand même une bonne partie. Okay? Donc les méthodes de link. Donc d'abord, il y a count puis element at qu'on connaît déjà. Okay? Mais ce qu'on sait moins, c'est que count peut prendre un prédicat en argument.
OK. Donc ici, on va voir un peu là, dans les exemples, c'est un peu des exemples qu'on va suivre un peu tout le long de notre PowerPoint. Donc on se définit d'abord une variable 1 à 100 qui est un range en fait de 1 à 100, en fait de 1 qui contient 100 éléments, donc ça veut dire de 1 à 100. Donc la variable 1 à 100, c'est un flux qui produit les entiers 1 jusqu'à 100. Donc si on demande d'afficher le compte pour savoir combien il y a d'éléments dans ce flux-là, évidemment, ça va être 100 éléments. Si après ça, on demande d'afficher quel est l'élément en position 30 dans le flux, ben, les éléments sont toujours comptés à partir de la position 0. Donc, l'élément en position 30, ça va être 31. Après ça, si on veut compter uniquement les éléments ou les nombres pairs, alors 1 à 100, point count, et c'est ici qu'on voit qu'on peut ajouter un prédicat à la méthode count. Donc, count est pair, ça va compter juste les nombres pairs dans notre flux. Donc, évidemment, on va en avoir 50, la moitié. Et après ça, si on compte uniquement les nombres plus grands que 25, donc count les nombres n, tels que n est plus grand que 25, dans ce moment-là, on va en avoir 75. OK. Donc, la méthode est pair est ici. Donc, on peut quand le prédicat peut soit être une méthode directement statique ou alors être un lambda. Maintenant, filtrer avec where, ça aussi on l'a vu dans le document précédent. Donc, where, c'est une méthode passe-partout de ligne pour filtrer des éléments. Okay. Donc, notez en passant que count prédicat, qu'on a vu à la diapo précédente, c'est équivalent à where prédicat.count. C'est exactement la même chose. Donc, en réalité, si vous voulez, vous pouvez oublier count prédicat puis faire where prédicat.count. Ça va faire la même affaire. OK? Donc, par exemple, si on prend les entiers de 1 à 20, un flux d'entiers de 1 à 20. Après ça, on retient uniquement ceux where qui sont pairs et qu'on les affiche. Mais on va voir ça. 2, 4, 6, 7, 2. Après ça, on peut retenir uniquement les multiples. En fait, s'intéresser aux multiples de 5. Donc, 1 à 20, count n tel que n modulo 5 égale 0. Donc, on compte le nombre de multiples de 5 dans 1 à 20. Évidemment, il va en avoir 4. Et la manière équivalente de l'écrire, c'est on sélectionne uniquement les multiples de 5, puis après ça, on les compte. Donc, on compte les multiples de 5, ou on sélectionne les multiples de 5, puis après ça, on les compte. Évidemment, ça va donner la même chose, 4. Maintenant, juste pour vous illustrer que c'est possible de filtrer autant des caractères que des nombres. Okay. Donc, on va voir ici comment on peut filtrer des caractères. Donc, par exemple, pour chaque lettre dans la string 99 ballons rouges, okay. S'il y en a qui voient l'allusion à une célèbre chanson des années 80, ben ça se peut. Donc, où le caractère est une lettre. Okay. Donc, tel que le caractère est une lettre. Après ça, on affiche la lettre suivie d'un espace. Donc, on voit qu'on récupère uniquement les lettres au détriment de ce qui n'est pas une lettre. Donc, on a ballon rouge, mais on n'a pas les espaces, mais on n'a pas les chiffres. De manière équivalente, au lieu d'utiliser char C tel que char.isLetterC, ça c'est la méthode lambda. Okay, on aurait pu écrire juste char.isLetter. Donc, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on le fait ici en dessous. On dit tel que, donc pour chaque lettre dans la string suivante, tel que le caractère est un chiffre. OK, char.isDigit, on n'est pas obligé de l'écrire sous forme lambda, on peut carrément mettre la méthode ici. Alors, ça va retenir uniquement les chiffres, et on voit qu'on retient juste 9 et 9. Maintenant, donc jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'on avait déjà vues en principe, mais on faisait juste les expliquer plus à fond. Là, on rentre dans des nouvelles méthodes de link. Donc, la méthode select, c'est probablement la deuxième plus importante méthode de link après where, je vous dirais. Peut-être même qu'il y en a qui considèrent qu'elle est plus importante. Donc, ça dépend. C'est quoi qui est plus important? Est-ce que c'est
je sais pas moi, est-ce que c'est votre œil, vos yeux ou vos oreilles ou des choses comme ça. Donc, je pense que quand il y a des choses que vous avez pu, ben c'est ça. C'est pas, ou c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est votre cœur ou votre cerveau? Ben c'est ça. Si t'as pas de cerveau ou si t'as pas de cœur, ben je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va bien. Donc, je dis n'importe quoi des fois. Hein? Alors, la méthode select permet de transformer des éléments du flux en quelque chose d'autre. Okay? Donc, par exemple, ici, on se définit un flux qui correspond au nombre 1 à 8. Et ici, on effectue une transformation. Donc, à partir des nombres de 1 à 8, on fait la transformation telle que pour chaque nombre, on transforme en son carré. Donc, pour chaque nombre n du flux, on le transforme en son carré. Okay? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Donc, 1, 2, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré. Ensuite de ça, ici, on peut y aller pour des lettres. Okay? Donc, pour chaque caractère C, dans la sélection, dans la transformation suivante, donc on prend les chiffres 1 à 8, et qu'est-ce qu'on fait? On transforme ce chiffre-là en caractère A moins 1 plus N. Okay? Donc, moins 1 plus 1, ça veut dire que ça va donner la lettre A. Après ça, ça va donner B, C, D, E, F, G, H. Donc, c'est une façon de générer les 8 premières lettres de l'alphabet en transformant un nombre en un caractère. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de générer les lettres 1 à H, comme on le fait ici. Je vais vous en montrer plusieurs techniques. Donc, la première, en fait, si vous faites juste un select comme ça, en fait, vous n'allez pas, mettons que vous prenez I, vous faites un range 0 pour les 8 premiers nombres. OK? Donc, ça va donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si après ça, on génère à partir de la lettre A en ajoutant I, en faisant la transformation, mais en réalité, on va juste transformer en des nombres. Ça va donner 65, 66, 67, 68, 69. Pour obtenir les lettres, il faut caster vers un caractère. Okay? Donc, si dans la transformation, on casse vers un caractère, on obtient des lettres. De façon sensiblement différente, on pourrait faire un range, mais au lieu de le partir à 0, on pourrait le partir à A. Okay? Donc, la lettre A va être convertie en son équivalent entier qui est 65. Puis à partir de 65, on va générer les 8 prochains caractères, les 8 prochains nombres. Donc, on va générer 65, 66, etc. Et on va caster vers un caractère. Ce qui va faire en sorte qu'on va obtenir les lettres de A à H. Finalement, on pourrait utiliser une conversion. Donc, on part de A, on génère les 8 nombres qui partent de A et on fait une conversion vers un caractère. Okay. Et ça nous génère A, B, C, D, F, G, etc. Okay. Donc, c'est plusieurs techniques pour générer des lettres. On peut combiner les méthodes select et where pour filtrer et transformer un flux. Donc, en fait, on a souvent besoin de faire ça. Donc, ça, c'est l'équivalent, si vous voulez, en SQL, que vous faites select étoile, where, blablabla, where, blablabla, from. En fait, select, vous faites une transformation. Where, from. Okay? Donc, c'est l'équivalent de la requête SQL, si on veut, standard. Donc, par exemple, ici, on en a un exemple. Donc, on a, pour chaque nombre dans un range de 1 à 25, OK, tel que on ne retient que les multiples de 5, sélectionner le carré de ce nombre-là. Okay, ou transformer le nombre en son carré. Alors, évidemment, ça va donner 25, 100, 225, 400, 625. Donc, 5 au carré, 10 au carré, 15 au carré, 20 au carré, 25 au carré. Un autre exemple d'application, mais cette fois-là à des caractères. Donc, pour chaque lettre de la string 99 ballons rouges, dans la mesure où cette lettre-là, pour chaque lettre, quand je dis lettre, c'est pour chaque caractère en quelque sorte, mais on sait que ça va être une lettre. Donc, pour chaque lettre ou caractère contenu dans ce flux-là, en ne retenant que les lettres,
transformer ces lettres-là en caractères majuscules. On va obtenir ballon rouge ici, donc les caractères mais mis en majuscules. En fait, la combinaison de filtrage et transformation, c'est tellement courant que le langage C# possède une construction qui est spécifique pour traiter cette situation et bien d'autres encore. Si vous voulez, vous pourrez cliquer là-dessus. OK? Qui n'est pas, sans rappeler, comme je l'ai dit avant, le langage SQL. Donc, l'équivalent de ce que vous aviez comme requête ici, vous pouvez l'écrire comme ceci. OK? Pour chaque nombre dans from n in enumerable.range 1 à 125, 1 à 25, pardon, where n modulo 5 égale 0, donc où le nombre est un multiple de 5, select n carré. OK, n fois n. Donc, ça va permettre, donc, pour chaque nombre in, from, n, nanana, where, select. Donc, from, where, select. OK. Donc, ça, c'est une manière d'écrire la même chose que ce que vous avez ici. Ça s'appelle la manière sous forme de requête, OK, qui est une façon pratique d'écrire les choses en C#. Moi, je vous le conseille fortement, dans un premier temps, d'apprendre à utiliser cette façon-là. Puis de toute façon, dans la plupart des exemples que vous allez voir sur Stack Overflow, sur Internet, c'est cette méthode-là, c'est cette façon-là qui est utilisée. Okay? Mais quand vous êtes un peu plus habitué avec l'autre façon, puis que vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez utiliser cette façon-là qui est un peu plus lisible en réalité. Okay? Mais je vous la donne à titre informatif uniquement. Donc, il n'y a nulle part dans le cours que je vais vous dire utiliser une requête, sauf peut-être dans un bonus. Okay? Mais ce n'est pas quelque chose que je vous demande d'apprendre dans le cours. C'est ça. Parce que c'est un extra, si on veut. Mais je vous en parle. Filtrage basé sur l'ordre des éléments. Donc, on a déjà vu where, okay, qui est une opération l'opération de filtrage la plus utilisée. Okay, mais Ling possède aussi d'autres opérations intéressantes pour filtrer. Donc, vous avez puis des options de filtrage qui sont basées sur l'ordre des éléments. Vous avez take, skip, take while, puis skip while. Okay. Donc, par exemple, si on prend take, donc range 1 à 20, okay. Donc pour les nombres de 1 à 20, en prendre seulement 5, prendre les 5 premiers. Donc, évidemment, ça va donner 1, 3, 4, 5. Okay. Toujours range 1 à 20, skip 15. Donc, skip 15, ça veut dire qu'on saute 15 éléments, puis après ça, on prend ceux qui viennent après. Donc, ceux qui viennent après, les 15 premiers, ça va être 16, 17, 18, 19, 20. Après ça, il n'y a rien qui empêche de combiner les deux. Donc, on pourrait, par exemple, prendre le range 1 à 20, skipper 10, puis après ça, on en prend 5. Donc, si on en skip ou on en saute 10, puis après ça, on en prend 5, ben on va en sauter 10, on va arriver à 11, puis à partir de 11, on va en prendre seulement 5. Donc, on va prendre 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant, on peut faire un take while avec un prédicat. Donc, si on prend le range toujours de 1 à 20, puis on en prend des éléments tant et aussi longtemps que le nombre est plus petit que 8. Donc, évidemment, on va prendre 1, 3, 4, 5, 6, 7. Après ça, on pourrait aussi faire un skip while. Donc, on rejette les nombres tant et aussi longtemps que n est plus petit que... c'est-à-dire, on rejette les nombres tant qu'ils sont plus petits que 12. Donc, on va rejeter les premiers jusqu'à temps qu'on arrive à 12. Puis après ça, on va prendre les autres nombres. OK? Il y a aussi un filtrage qu'on peut faire basé sur le type. Ça, c'est intéressant quand notre type est polymorphique. Okay? Si le type n'est pas polymorphique, ça a plus ou moins d'intérêt. Donc, ça permet de cibler des éléments d'un type particulier dans un flux qui comprend une diversité d'éléments, un flux polymorphique. Donc, par exemple, si on prend un new object ici, donc on se définit un array qui contient des objets de différents types. Ici, on a des nombres, un caractère, un caractère. Okay? Donc, évidemment, object, c'est un type polymorphique. Donc, on pourrait restreindre ce flux-là uniquement aux objets de type caractère. Okay. Dans ce cas-là, on voit qu'on obtient juste les caractères A et B. On peut aussi agréger des données. Okay. Agréger des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire calculer une statistique sur ces données-là. Donc, Ling propose de nombreuses fonctions agrégatives. Vous avez count que vous avez déjà vu, mais il y a aussi min, max, sum, puis moyenne, et une fonction agrégative générale qui s'appelle aggregate, que dans la plupart des langages fonctionnels, en fait, et classiquement, on appelle un fold. Okay. Donc, je n'ai pas l'intention d'entrer là-dedans, aggregate, fold, parce que c'est un concept
plutôt avancé, puis ça c'est pas utile en l'état actuel des choses. Peut-être qu'en Prog 4, vous allez voir ce que c'est qu'un fold. Donc, pour l'instant, on va se limiter à celle que vous avez ici et que je pense que vous allez comprendre intuitivement de quoi il s'agit. Hein? Évidemment, le minimum, le maximum, la somme et la moyenne. Donc, si on prend le range 1 à 5, donc les nombres de 1 à 5, on fait la somme des nombres de 1 à 5, évidemment, ça donne 15. Si on prend la moyenne des nombres de 1 à 5, ça donne 3. Si on prend le minimum des nombres de 1 à 5, c'est 1. Puis si on prend le maximum des nombres de 1 à 5, c'est 5. Il y a possibilité, si vous voulez, d'ajouter un prédicat. Je vous le dis à titre indicatif. Okay? Donc, on peut ajouter un prédicat pour effectuer une transformation avant d'effectuer la somme. Donc, par exemple, on prend les nombres de 1 à 5, puis on fait la somme des carrés de ces nombres-là. Okay? Ça va donner 55. Ou alors, on pourrait, de façon équivalente, faire un select pour transformer en carré puis faire la somme après. Donc, ça, puis ça, c'est parfaitement équivalent, ces deux choses-là. Les quantificateurs maintenant, permettent de valider si une condition, c'est-à-dire un prédicat, est vrai. Puis il y a deux quantificateurs. Vous avez le quantificateur universel, vous avez le quantificateur existentiel. Ça, en fait, vous avez appris ça au primaire. Normalement. En tout cas, moi, dans mon temps, on apprenait ça au primaire, à l'école primaire. Et on le récupérait en mathématiques. Donc, on récupérait ça au secondaire aussi. Donc, le quantificateur universel all est vrai si la condition ou le prédicat est vrai pour tous les éléments du flux, alors que le quantificateur NI, quantificateur existentiel, il est vrai si la condition ou le prédicat est vrai pour au moins un élément du flux. Donc, vous avez ici un exemple. Est-ce que c'est vrai que tous les caractères du flux bonjour ou de la string bonjour sont des lettres? Est-ce que bonjour all char.isLetter? Est-ce que c'est vrai que tous les caractères sont des lettres? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai que tous les caractères de cette string-là sont des lettres? C'est faux. Parce que ça, ici, c'est pas une lettre, c'est un espace, puis ça, c'est deux chiffres. Est-ce que c'est vrai qu'il y a au moins une lettre dans cette string-là? Donc, any, ça veut dire au moins un. Est-ce que c'est vrai qu'il y a au moins une lettre dans cette string-là? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il y a au moins une lettre dans cette string-là? C'est faux. Sans aucun prédicat, any peut aussi être utilisé sans aucun prédicat. Sans aucun prédicat, ça veut dire est-ce qu'il y a au moins un élément dans le flux? Donc, est-ce que 99 contient au moins un élément? C'est vrai. Est-ce que la string vide contient au moins un élément? C'est faux. Maintenant, pour trier des éléments, il y a moyen de trier les éléments d'un flux. Vous avez les méthodes order by descending, puis reverse. Donc, c'est quand même important de comprendre qu'il s'agit d'un tri potentiel à la demande. Donc, il va être effectué juste quand on va aller chercher les éléments dans le flux. Puis après ça, qui est out of place, ça veut dire que si vous appliquez ce tri-là sur une array, par exemple, ou sur une string, ou sur une liste, ça ne va pas trier les éléments dans l'array ou dans la liste. Ça va trier les éléments qui vont être extraits de l'array, puis qui vont être extraits de la liste. Mais ça ne fera pas un tri sur place. Pour faire un tri sur place, il faut utiliser la méthode sort qui est applicable à la liste, par exemple, ou la méthode sort statique d'un array. Ça, c'est un tri sur place. Un tri hors place, ou out of place, qu'on dit en anglais, c'est un tri qui est effectué, mais pas sur la structure elle-même. Donc, par exemple, si on prend les éléments 1 à 5 et on fait un reverse dessus, bien évidemment, ça va renverser l'ordre des éléments, ça va donner 5, 4, 3, 2, 1. Si on prend les éléments, ici on a un array, puis qu'on prend 3, 4, 2, 5, 1, puis on fait un order by là-dessus, ça va nous sortir les éléments de l'array, mais en ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, vous voyez qu'on est obligé de mettre une espèce de prédicat n vers n pour dire qu'il n'y a pas de transformation. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suis un peu spécial. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Moi, perso, j'aurais changé pour faire en sorte que tu fais un order by direct sans spécifier ça pour que ça fonctionne. Mais, bon, ça ne marche pas. En tout cas, dans ma dernière version de C#, ça ne marche pas. On est obligé de mettre ça pour avoir un order by. Mais, par exemple, vous pourriez effectuer une transformation avant d'effectuer un tri. Alors, vous pouvez faire la transformation que vous voulez ici. Donc, évidemment, ça va trier en ordre. Puis, si vous faites order by descending, ça va trier en ordre inverse, donc en ordre descendant.
Alors, pour trier, il y a moyen de faire des tris un petit peu plus complexes en ajoutant des conditions additionnelles avec then by puis then by descending. Okay. Then by, ça veut dire que ça permet de trier avec une deuxième colonne, si vous voulez. Okay. Puis then by descending, c'est la même chose, mais en ordre descendant. Donc, supposons qu'on se définit un ensemble de personnes, ici, qui est un array de tuples, okay, ou un array de couple, avec un prénom puis un nom. Alors, nos éléments de notre array sont Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Ironclad puis Iron Lord. Okay. Après ça, on pourrait dire pour chaque personne dans mon ensemble de personnes, ici, okay, et cet ensemble de personnes-là, je vais les trier de la manière suivante. Je vais commencer par les ordonner par prénom, p.prénom, et ensuite, then by, je vais les ordonner par nom. Donc, je vais commencer par les ordonner par le prénom que vous avez ici, et ensuite par le nom que vous avez ici. Après ça, on affiche le prénom et le nom de la personne. Okay? À ce moment-là, ben, on va obtenir Ironclad parce que d'abord par prénom, ça va donner Iron, après ça Ozzy. Puis après ça, then by, ben, ça va mettre Clad en premier, après ça, ça va mettre Lord, après ça, ça va mettre Maiden. Okay? Donc, order by prénom, then by nom. Ça permet de trier selon deux colonnes. Évidemment, vous voyez que vous pouvez mettre then by. Si vous voulez trier avec 4 colonnes, vous pouvez trier avec 4 colonnes. En général, 2 colonnes, ça suffit. C'est rare qu'on va à 3 colonnes. Les opérations assemblistes maintenant. Donc, avec Link, vous pouvez aussi effectuer des opérations assemblistes. Donc, peut-être vous commencez à dire « Wow, Link, c'est élevé quand même. » Oui, c'est élevé. Donc, vous allez sûrement avoir besoin de réécouter ce PowerPoint-là pour comprendre des fois certaines choses. Donc, les opérations assemblistes, vous avez l'union, l'intersection, la différence, ou except, les éléments distincts et l'appartenance. Okay? Donc, évidemment, l'union, c'est l'union de deux ensembles, la réunion de deux ensembles. Donc, c'est les éléments qui appartiennent soit à un ensemble, soit à l'autre ensemble, qui sont réunis ensemble. Donc, si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, union 3, 4, 5, 6, 7, donc on voit qu'il y a des éléments communs, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la réunion de ces deux flux-là va faire en sorte qu'on va obtenir les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tous les éléments qui appartiennent soit à un, soit à l'autre. Après ça, l'intersection, ben, c'est les éléments qui appartiennent aux deux. Okay. L'union, c'est les éléments qui appartiennent soit à un, soit à l'autre ou aux deux en même temps, alors que l'intersection, c'est les éléments qui appartiennent aux deux. Donc, vous avez 3, 4, 5 qui appartiennent aux deux flux. La différence, ou l'except, si vous voulez, la différence, c'est les éléments qui appartiennent à un flux, mais qui ne sont pas dans l'autre flux. Donc, quels sont les éléments qui sont là-dedans, mais pas là-dedans? Bien, vous avez 1, 2. Après ça, distinct, ça permet d'éliminer les doublons dans un flux. Donc, si vous avez par exemple 1, 2, 2, 3, 3, 3, bien, le 2 il est doublé, puis le 3 il est triplé. Donc, si vous faites un distinct, vous allez éliminer tous les doublons. Vous allez vous ramasser avec 1, 2, 3. Après ça, contain, ça teste l'appartenance. Donc, est-ce que l'élément 3 fait partie du flux 1, 2, 3, 4, 5? La réponse, c'est oui. Évidemment, ici, je vous fais des exemples avec des strings parce que c'est ça qui est le plus simple pour faire quelque chose de court. Mais vous comprenez que toutes ces affaires-là, ça s'applique à des entiers. Ça peut même s'appliquer à des personnes. Ça peut s'appliquer à ce que vous voulez. Les concaténations maintenant. Pour concaténer, vous avez 3 opérateurs. Vous avez concat, append, puis prepend. Donc, concat, ça permet de concaténer 2 flux. Donc, par exemple, si vous avez 1, 2, 3, 4 qui est concaténé avec le flux 5, 6, 7, 8, bien, vous allez obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous faites après ça 1, 2, 3, 4, puis que vous ajoutez, donc append, la différence entre append puis concat, c'est que append, ça ajoute un élément, alors que concat, ça ajoute un autre flux. Okay. Donc append, ça va ajouter le 5 à la fin de ce flux-là, donc ça va nous rajouter 5 ici à la fin. Prepend, mais ça l'ajoute au début, donc ça va ajouter le 0 en avant. Maintenant, l'extraction, comment on fait pour extraire des éléments de notre flux? Alors, on peut extraire avec, par exemple, element at, ça va cibler un élément selon son ordre. Single, ça va faire en sorte que notre flux, s'il contient
un seul élément, il va nous retourner cet élément-là. Sinon, on va avoir une exception. Si après ça, si on fait first, ça va nous retourner le premier élément du flux, puis last, ça va nous retourner le dernier élément du flux. Vous avez les versions or default. Les versions or default servent au cas où le flux serait vide. Okay? Donc, par exemple, ici, si on prend 1, 2, 3, 4, 5, on ferait first, ça va nous donner le premier élément de notre flux, ce qui est le chiffre 1. Après ça, si on fait first or default, bien, ça va nous retourner le premier élément de notre flux, mais dans notre cas présent, notre flux ici contient aucun élément. Okay? Donc, si on prend aucun élément et on fait first, ça va donner une exception. Parce qu'il n'y a pas de premier élément dans un flux qui n'en contient pas. Par exemple, si vous faites first or default et qu'il n'y a aucun élément, bien, s'il n'y a pas d'élément, au lieu de lever une exception, ça va retourner la valeur par défaut du flux en question. Ici, c'est un flux de caractères, donc ça retourne la valeur par défaut du caractère, ce qui est à dire le caractère nul. Last, ça va retourner le dernier élément de la liste du flux. Last or default, ça va retourner le caractère 0. Element at 2, ça va retourner l'élément en position 2, 0, 1, 2, ça retourne 3. Après ça, element or default 5, ça va retourner l'élément en position 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'existe pas d'élément en position 5. Donc, ça va retourner l'élément par défaut qui est toujours le caractère nul. Si vous prenez un flux qui contient un seul élément puis vous faites single, ça va vous retourner l'unique élément de ce flux-là, ici, 1. Par contre, si vous faites single, si vous voulez, vous pouvez faire single or default sur un flux vide, ça va retourner le caractère nul, mais si vous faites un single or default sur un flux qui en contient 2 éléments, ça va quand même donner une exception, parce que single s'attend à avoir un élément. Mais single or default sur un flux vide va retourner 0. Après ça, vous avez empty, puis default if empty. Donc, empty, en fait, ça génère un flux vide, mais il faut spécifier le type. Évidemment, pour une string, c'est pas très compliqué. On met juste une string vide, puis ça marche. Mais quand on veut un flux vide d'entier, par exemple, ben, c'est pas compliqué. On peut l'obtenir comme ça. Donc, enumerable.empty int, ça va nous retourner un flux vide d'entier. Alors que enumerable.empty_char, ça va retourner un flux vide de caractères. Après ça, ça peut être utile, par exemple, pour avoir un flux vide de personnes ou un flux vide de ce que vous voulez. Okay? Des fois, on a besoin d'avoir un flux vide. Ben, on a une méthode pour ça. Ensuite de ça, on a default if empty. Ça, en fait, ça va nous transformer notre flux en un autre, disons, un flux qui contient un seul élément si le flux est vide. Donc, par exemple, si on a un flux caractère qui est vide, ben, ça va le transformer en un flux qui contient le caractère par défaut si le flux est vide. Dans le cas en question, ça va transformer le flux pour qu'il contienne le caractère 0. Si évidemment le flux n'est pas vide, par exemple, si vous faites ABC, default if empty, ben, ça, c'est pas empty. Donc, ça va rester ABC. Vous pouvez aussi spécifier c'est quoi le caractère par défaut. Donc, par exemple, si vous faites un flux vide, default if empty, puis vous passez un dièse ou un hash, à ce moment-là, ça va transformer le flux en un flux qui contient un unique caractère hash. Maintenant, les transformations de collections vers d'autres collections. Donc, toutes les énumérables peuvent être transformées facilement en des arrays, des listes ou des strings. Okay. Dans la mesure, pour les strings, dans la mesure où, évidemment, c'est un flux de caractères. Donc, pour transformer vers un array, c'est pas compliqué. On fait 1, 2, 3, 4, 5, to array. Ça nous transforme notre flux. Ici, c'est un flux de caractères qui va être transformé en array. Donc, ça va nous donner un array caractère. Si on fait toList, ben, ça va nous transformer notre flux de caractères en un flux en une liste, c'est-à-dire. Puis si on fait string.concat, ça peut nous transformer n'importe quoi d'autre en une string. Donc dans notre cas ici, on a un array qui contient les lettres ABC qui va être transformé en une string ABC. Donc c'est important de savoir que ces opérations-là sont coûteuses en temps et en mémoire. Okay? Donc en fait, on devrait les utiliser parcimonieusement si nécessaire. Donc, il y en a des fois je vois des fois dans leur code, ils vont mettre to array, to list, ils vont tout le temps s'amuser avec ça. C'est sûr que c'est des méthodes super puissantes qui permettent de tester facilement certaines choses. Mais essayez de les utiliser avec extrême parcimonie. Quand ce n'est pas nécessaire, utilisez-les pas. Parce que c'est des méthodes coûteuses. Des méthodes lourdes. Maintenant, pour faire des groupements, il existe plusieurs méthodes particulières pour faire ça. Ici, c'est uniquement pour votre information. Okay?
parce que ces méthodes-là sont quand même extrêmement avancées, puis là, vous en avez déjà beaucoup à digérer après dans ce qui précède. Donc, c'est ça. Donc, ces méthodes-là de groupement, vous avez zip, vous avez group by, vous avez select many, vous avez join, vous avez group join. Ici, je vous donne des exemples. Je n'ai pas l'intention de passer au travers, mais je veux dire, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez fouiller un peu plus tard. OK? Donc, ensuite, en résumé, OK? Donc ici, je vous donne un résumé de toutes les méthodes, disons, là je vais tasser ça ici comme ça. OK, donc, je vous donne un résumé de ce qu'on a fait, puis des méthodes qu'on a vues dans Link. OK, en jaune, vous avez les plus importantes. Mais en fait, toutes les méthodes sont à savoir, en quelque sorte. OK, les jaunes, c'est les plus importantes, mais les autres sont aussi à savoir. Sauf pour ce qui est des groupements, la diapo qu'on a vue précédemment, la méthode aggregate ou un fold et la méthode cast. Okay? Toutes les autres sont à comprendre, à savoir utiliser, puis les jaunes, c'est les plus importantes. Donc, les fonctions génératrices, tout d'abord, on a vu range, on a vu repeat, puis il y a empty. Donc, range, c'est pour un range d'éléments, repeat, c'est pour répéter un élément, puis empty, c'est pour générer un flux vide. Après ça, les nombreuses et puissantes méthodes d'extension générique. Le filtrage, vous avez where, take while, skip while, puis off type. Pour les transformations, vous avez select, puis vous avez cast. Cast, on ne l'a pas vu, mais c'est pas important. Pour les agrégations, calculer les statistiques, on a vu count, min, max, sum, average, aggregate. Pour la quantification, ou les agrégations booléennes, si vous voulez, on a all, any. Les opérations assemblistes, contains, distinct, intersect, union, différence, default if empty. Les opérations de concaténation, on a append, prepend, concat. Les opérations d'extraction et ciblage, element at, single, first, last, plus les versions avec or default. Pour ce qui est des transformations, on a toArray, toList, string.concat. Pour grouper, on a zip, group by, join, group join, select many, mais ça, c'est pas à prendre. Puis après ça, pour effectuer des tris, order by descending, then by descending. Donc, toutes ces méthodes-là traitent des flux de données, donc des I énumérables T. Pour ce qui est du langage de requête, OK, donc, on peut utiliser Link avec ces méthodes ou alors via un langage de requête plus lisible mais moins polyvalent. OK. On recommande généralement de se familiariser d'abord avec les méthodes avant d'aller du côté du langage de requête. Donc, ici, je donne deux exemples qui sont parfaitement équivalents. OK. Donc, new, on a un array where on sélectionne les impairs. Après ça, on les met en ordre. Puis après ça, on les met au carré. OK. Donc, ça va donner 9 puis 25 comme résultat. Alors, la même chose que vous avez fait ici avec des méthodes d'extension, on peut le faire avec une requête ici. Donc, from n in array, où le nombre est impair, ordonné par n, sélectionner le carré. OK, ça va donner ça. Donc, ça, puis ça, c'est parfaitement identique. Alors voilà qui termine ce PowerPoint. J'espère que vous avez apprécié et que maintenant vous maîtrisez Link sur le bout des doigts.